Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Au cœur de l'actu, l'émission d'actualité du soir sur le média diffusée du lundi au jeudi à 19h en direct sur le canal 165 de la Freebox sur Molotov et sur lemediatv.fr. Nous consacrons cette émission à une riposte nécessaire, une riposte contre la haine, contre la stigmatisation, contre les dérives de l'extrême droite. Il y a quelques jours, le 30 avril dernier, 3 associations, la Ligue des droits de l'homme, Utopia 56 et le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples ont déposé plainte pour diffamation contre le média Frontières, un média d'extrême droite. Dans un hors-série intitulé Invasion migratoire, les coupables, Frontières a franchi un cap alarmiste et inquiétant, fichage de journalistes, d'avocats, de responsables d'associations. Ils sont tous accusés de complicité avec une prétendue invasion migratoire. Cette véritable chasse aux sorcières vise à intimider, discréditer et faire taire celles et ceux qui défendent les droits fondamentaux. Avec nous ce soir pour en parler, Bernard Schmitt, membre du bureau national du mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, Yann Mandy, cofondateur d'Utopia 56, Nathalie Théiot, présidente de la Ligue des droits de l'homme et Paul Hellec, chroniqueur aux médias. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Mais avant de retrouver nos invités, voici un point sur l'actu du jour avec Lydia Ménez. Escalade des tensions entre le Pakistan et l'Inde. Les deux pays se sont violemment bombardés mercredi, faisant au moins 26 morts côté pakistanais et 12 côté indien. C'est la confrontation militaire la plus grave entre les deux pays depuis 2 décennies. Depuis l'attentat qui a fait 26 morts, pour l'essentiel des civils hindous, dans le Cachemire indien le 22 avril, l'Inde et le Pakistan sont à nouveau en état de guerre. New Delhi tient Islamabad pour responsable de cette attaque jamais revendiquée et la police indienne assure que certains des assaillants sont liés au mouvement djihadiste Lashkar-e-Taiba basé au Pakistan. Le Pakistan nie toute implication. Voisins et surtout rivaux, l'Inde et le Pakistan entretiennent depuis leur indépendance en 1947 des relations conflictuelles rythmées par plusieurs guerres et des périodes de vives tensions. Au cœur du conflit, la région du Cachemire, revendiquée par les deux pays. Pour sa première visite en Europe depuis qu'il a pris le pouvoir après la chute de Bachar al-Assad, le président syrien Ahmed al-Shara sera reçu à Paris mercredi 7 mai par Emmanuel Macron. Le président français redira le soutien de la France à la construction d'une nouvelle Syrie, une Syrie libre, stable, souveraine et respectueuse de toutes les composantes de la société syrienne. Emmanuel Macron a vivement été critiqué par la droite et l'extrême droite pour l'invitation faite à cet homme au passé djihadiste. Stupeur et consternation a réagi la leader du Rassemblement national, Marine Le Pen, décrivant le président syrien comme un djihadiste passé par Daesh et Al-Qaïda et dénonçant à l'Assemblée nationale mardi une provocation du chef de l'État. Une lourde erreur, a renchéri le chef des députés Les Républicains, Laurent Wauquiez. Mais la présidence française a balayé toute naïveté, assurant connaître le passé de certains dirigeants syriens et exiger qu'il n'y ait pas de complaisance avec les mouvements terroristes. Utiliser la reconnaissance faciale pour lutter contre l'insécurité, c'est la dernière trouvaille de Gérald Darmanin, le ministre de la Justice. Interviewé par le média Légende, le garde des Sceaux suggère d'utiliser cet outil et cite les exemples de Dubaï et de Singapour qui utilisent cette technologie dans les aéroports notamment. C'est-à-dire que si vous voulez une société sécure, il faut la reconnaissance faciale, par exemple. Qu'on n'a pas aujourd'hui ? Non, on l'a pas. Si on l'a eu pour les JO, non ? Non, j'ai mis en place l'intelligence artificielle. C'est pas tout à fait la même chose que la reconnaissance faciale. Et j'ai mis beaucoup de temps. Le Parlement me l'a refusé. Première fois, je suis retourné. Pourquoi on l'avait pas ? Parce qu'il y a en France une paranoïa sur la technologie, les libertés publiques, la question des fichiers, voilà. Cette proposition a rapidement fait réagir, notamment Claire Hédon, la défenseure des droits, qui a dénoncé un risque d'atteinte aux libertés, mais aussi d'erreur au micro de France Info. Autre actualité importante, mes camarades des concerts Lisa Lapp et Lisa Noyel ont questionné des élus à l'Assemblée nationale sur les divisions à gauche et les élus PS qui ont été ciblés lors des manifestations récentes, provoquant une polémique autour d'un prétendu antisémitisme. On écoute. Est-ce qu'on peut tolérer que des camarades qui sont dans une manifestation soient sifflés et hués alors qu'ils viennent défendre la cause des travailleurs ? Non, jamais.
Est-ce qu'on peut comprendre qu'il y ait, vis-à-vis de certains participants dans une manifestation, des critiques? Oui, et d'ailleurs on peut aller dans une manifestation, moi je vais dans des manifestations, je ne suis pas forcément d'accord avec tous les slogans, et d'ailleurs je mets quiconque à défi d'être d'accord avec tous les slogans qui sont dits dans une manifestation. Ce qui compte, c'est le mot d'ordre général. On peut comprendre qu'il y ait des critiques sur l'action passée de tout le monde. Moi je peux avoir des critiques contre les Insoumis, ça ne m'empêche pas d'aller dans les mêmes manifestations que les Insoumis. Si on revient un petit peu en arrière, le PS avait pu revenir aux manifestations de 1er mai uniquement après la NUPES en 2022, mais rappelez-vous, à la fin du quinquennat Hollande, le PS n'était plus le bienvenu en manifestation, ils ne venaient plus, ils étaient constamment sifflés ou hués. Et là, pourquoi ça revient? Parce que le Parti socialiste n'a pas censuré le gouvernement de M. Bayrou, parce qu'il a renoncé à l'abrogation de la retraite à 64 ans, parce qu'il a laissé le gouvernement passer un budget qui en vient à ce que 5000 classes soient supprimées à la rentrée, à ce que encore 3 milliards de crédits budgétaires soient annulés la semaine dernière, à ce que 1 milliard au moins soit sur l'assurance maladie. Et les Français l'ont vu, ils ne sont pas dupes, ils savent très bien que c'est un budget extrêmement austéritaire, le pire depuis 30 ans, et que si ce budget a pu passer, c'est grâce au Parti socialiste. L'union de la gauche, ça se fait avec la gauche. La France insoumise est une formation de gauche. Moi, je suis pour le front unique face à l'extrême droite avec toutes les composantes. Voilà. Donc je ne suis pas. Mais après, c'est pas non plus. Donc il faut s'adresser à tout le monde. La main tendue jusqu'au bout, être unitaire pour 2, pour 3. L'union est en combat. Je répète des vieux slogans, mais qui restent toujours vrais. À l'inverse, les insoumis ne peuvent pas dire on est les boss, allez vous faire foutre. Ils ne peuvent pas dire l'union, c'est pas rangez-vous derrière nous. Voilà. Moi, je suis même favorable, alors que j'ai écrit des choses contradictoires il y a 9 ans, s'il y a un processus de désignation qui prend même la forme d'une primaire, dans lequel tout le monde vient pour essayer de trouver le ou la meilleure candidate pour être fort au premier tour, s'assurer d'être au second tour de la prochaine élection présidentielle, je suis pour. Parce que sinon, c'est la défaite. Est-ce que vous pensez que c'est aussi compréhensible que des personnes soient encore énervées des années précédentes, des quinquennats Hollande? Qu'il y ait des personnes énervées, je peux le comprendre. En revanche, ça ne doit pas prendre cette tournure-là, la tournure que ça a pris à la manifestation. Et en revanche, je vais vous dire, dans une période où la fascisation est rampante et où on voit justement des associations qui luttent contre le fascisme être programmées de dissolution, où il y a un État aussi autoritaire. Ce que je crois en revanche, c'est que la plus large unité est nécessaire. Et que ce soir, je serai au meeting contre la dissolution du P et de la Jeune Garde. Mais je continue de penser aussi, et bien que dans les organisations de gauche, c'est toute la gauche qu'on doit y retrouver. Avec ces actualités, on se rend bien compte qu'il y a un climat ambiant raciste qui n'aide pas. 3 associations ont été accusées, je cite, de faire de l'immigration un fonds de commerce migratoire. Je fais cette vidéo pour dire que je pense que je vais porter plainte contre Frontières à cause de harcèlement que je subis déjà depuis quelques temps. Aujourd'hui, Garen, qui est un journaliste de Frontières et qui est un ancien militant très actif de Reconquête, a fait 3 tweets contre moi aujourd'hui en doxant l'université dans laquelle je travaille, mon sujet de thèse et mon adresse mail, qui sont des informations qui sont publiques mais sur lesquelles je ne communique jamais, pour des raisons de sécurité et pour protéger mes étudiants, étudiantes et mon laboratoire de recherche. Bonsoir, bonsoir. Alors vous avez choisi de porter plainte collectivement contre Frontières. Quel enjeu justement juridique et symbolique ça représente pour vous? Il était important pour nous de porter plainte en se constituant partie civile parce que il y a la liberté d'expression, certes, mais lorsque on atteint certaines limites et notamment lorsque on porte des propos qui portent atteinte à l'honneur et à la réputation, puisque c'est de cela dont il s'agit, la diffamation publique, à partir de là, on se doit on a quand même pris le temps de réfléchir parce que on voulait pas non plus donner trop de visibilité à ce magazine et à ce média, mais pour autant, il avait atteint un certain niveau finalement de diffusion qui faisait que il est important de dire stop. Je pense que vous voulez compléter. Ouais. Je pense que c'est ça. Vas-y, Bernard. Vas-y. Merci, Bernard. Oui, c'est tout à fait ça, c'est stop. On ne peut pas continuer à laisser dire des mensonges, mettre des cibles dans le dos des militants, continuer à traiter les personnes exilées qui arrivent sur notre territoire de cette façon. Il faut qu'à un moment donné, on se positionne et on s'est tous posé la question de est-ce qu'on remet une pièce dans la machine en portant plainte et on s'est tous dit à un moment donné, on ne peut pas rien dire. On ne peut plus rester comme ça, en fait. Donc oui, il faut agir, il faut réagir et cette action, c'est pas la dernière. Je pense qu'il y en aura plein d'autres parce que l'idée, c'est justement de ne plus rien laisser passer. Alors, en droit français, la liberté d'expression est le principe, mais il y a des exceptions.
tu l'as dit, la diffamation en est une, l'injure en est une autre, l'incitation à la haine raciale est une troisième, avec laquelle le magazine Frontières flirte évidemment de manière fréquente. Ici, il s'agit de diffamation, alors avec un fond raciste, bien entendu. La motivation, elle est raciste, mais le propos, il est diffamatoire à l'encontre des personnes morales que nous représentons ici, dans la mesure où nos associations et un certain nombre d'autres figurent nommément dans ce numéro hors série du magazine Frontières et sont traités comme complices de, je cite, la submersion migratoire. À partir de là, il y a deux hypothèses où les associations sont très naïves et se laissent instrumentaliser par quelqu'un qui submerge et qui est l'envahisseur. Il est aussi question nommément, c'est pas mon propos, c'est le propos du magazine d'invasion. Et donc, soit nous sommes, selon eux, naïfs et donc complices stupides d'envahisseurs, donc de personnes qui nous agressent, soit, et c'est la tonalité du magazine, soit intentionnellement, et donc des traîtres, des collabos ou autres, dans la mesure où ça serait notre fonds de commerce, le terme est utilisé aussi, notre business. Alors si je me permets juste un aparté d'une minute, qui n'en est pas, le magazine, il est techniquement plutôt bien fait, à la fois le hors-série, mais aussi les numéros ordinaires. Sur le plan technique, c'est ce papier glacé, c'est avec plein de couleurs, c'est bien présenté, mais c'est un tissu de mensonges. Par exemple, je viens de regarder, j'ai repris le numéro en main cet après-midi, en le préparant, et j'ai regardé la partie sur les avocats. Il y a une soixantaine d'avocats qui sont présentés nommément, qui pratiquent en ce que on appelle dans la terminologie officielle le droit des étrangers. Et il est prétendu, par exemple, qu'un avocat, une avocate qui défend à l'aide juridictionnelle, donc en étant mal payé, c'est ça, d'intervenir à l'aide juridictionnelle, avocate qui interviendrait à l'aide juridictionnelle pour un dossier impliquant une OQTF, une obligation de quitter le territoire, ils prétendent qu'on pourrait quintupler cette aide juridictionnelle parce que, ce qui est vrai, quand on a un arrêté préfectoral, donc une décision d'une préfecture qui comporte une OQTF, donc une obligation faite à quelqu'un de quitter le territoire français, il faut attaquer plusieurs décisions en une, parce qu'il y a l'OQTF, donc le fait d'obliger... Donc il y a d'abord le refus de titre de séjour, qui est souvent... Quand l'OQTF intervient, pas suite à un contrôle, mais suite à une demande de titre de séjour, la première décision est le refus du titre de séjour. La deuxième, c'est le fait d'obliger la personne de quitter la France. La troisième, c'est le choix du pays de destination, parce que ça peut être le pays dont elle a la nationalité, mais ça peut être un autre si elle est admissible dans un autre pays. Et puis, ça peut être, par exemple, une interdiction de retour sur le territoire français qui est accompagnée. Alors certes, il est vrai ce que prétend le magasin, mais ça c'est vrai, le magazine, pardon. Ce qui est vrai, il faut attaquer toutes ces décisions dans le recours. Mais il est archi faux de dire ça permet de multiplier par 4 ou 5 ce qu'ils prétendent, le montant de l'aide juridictionnelle. Parce qu'eux, ils expliquent, comme on attaque plusieurs décisions avec le même recours, ça signifie qu'on touche 5 fois l'aide juridictionnelle. Ils disent, et on peut ajouter encore un 5e avec la TVA. Alors désolé, la TVA 1, elle ne s'ajoute pas, elle se déduit de la somme, parce que l'aide juridictionnelle, c'est un forfait. Que l'avocat soit assujetti, soumis à la TVA ou non, ça dépend de son revenu annuel. Mais ça ne s'ajoute pas, ça se déduit. La TVA, ce n'est pas pour la poche de l'avocat, mais pour celle de l'État. Donc, c'est un tissu de mensonges qui prétend qu'un avocat, une avocate qui intervient en étant mal payé, l'avocat, pour tout dire, qui intervient sur une OQTF touche 500 € pour tout, hein, de la réception de la personne, en passant par la rédaction du recours et les éventuelles réponses à la préfecture qui peut se défendre jusqu'à l'audience. Avocate va toucher un forfait de 500 € et garder 300 € parce que 200 c'est pour l'État ou pour les caisses sociales. Et eux, ils prétendent qu'on peut se faire 3000 comme ça. Et d'ailleurs, il y a un dessin d'un avocat en maillot de bain qui serait en vacances. Et ils prétendent que les associations, les avocats, les juges corrompus, selon eux, etc., s'enrichissent en étant complices d'une invasion. Et je crois avoir montré à l'aide d'un exemple, que c'est un tissu de mensonges. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est que normalement, la presse se doit de respecter la déontologie d'un journaliste, ce qui n'est absolument pas le cas de ce magazine. Et ça fait partie justement de notre plainte, de notre constitution de partie civile, parce que lorsqu'il n'y a pas de respect de
de la déontologie, eh bien, ça rentre dans le fait qu'il n'y a pas de bonne foi dont il pourrait se prévaloir. Mais au-delà de nos associations qu'on veut évidemment défendre, dans la mesure où ça peut avoir des conséquences et pour nos militants et pour même l'image que nos associations peuvent renvoyer, parce que pour le grand public, à partir du moment où on nous stigmatise, il peut y avoir dans la tête des gens le fait que on n'est pas trop sûr de ces associations, de quoi il s'agit. Donc c'est aussi ce qui nous fait réagir et se dire que là, il faut dire stop, il faut dire que c'est un tissu de mensonges, mais en plus de ça, c'est très pernicieux comme façon de dire les choses. Mais au-delà de nos associations, il y a aussi le fait que la prémisse, comme tu dis, le fait qu'il y aurait une invasion migratoire, autrement dit qu'il y ait un plan concerté qui serait fait pour agresser la population française, tout ça, évidemment, c'est totalement faux. Et on part de cette prémisse-là, on fait comme si c'était vrai, et puis ensuite on dit, mais finalement, elles sont complices. Donc c'est une terminologie de pénal, comme si on commettait des infractions. Je rappelle que si l'entrée illégale sur le territoire, on n'a pas le droit d'aider à entrer sur le territoire. En revanche, le Conseil constitutionnel a bien dit qu'une fois que les personnes sont sur le territoire français, le fait d'aider, même par exemple en donnant à manger ou en permettant de recharger le téléphone, etc., il n'y a pas de délit, parce que justement, la devise de la France, c'est la liberté, égalité, fraternité. Et c'est sur cette devise, l'idée de fraternité, et d'ailleurs c'est la Ligue qui avait porté la question devant le Conseil constitutionnel dans l'affaire Cédric Herrou, eh bien, à partir de là, on a le fait qu'il ne peut pas y avoir de délit du simple fait d'aider de façon humanitaire, comme le fait d'ailleurs Utopia, si tu veux en dire quelques mots. Ouais, pour revenir et rebondir et donner un autre exemple, on a en parallèle de la plainte avec les associations partenaires, on a nous aussi déposé des plaintes précises contre Europe 1 et contre Valeurs Actuelles sur des diffusions totalement mensongères. Et pour étayer un petit peu ce que tu disais, Bernard, c'est vraiment des mensonges. Ils ont accusé Utopia 56 nommément dans la presse, ça a été repris par Valeurs Actuelles, ça a été repris par plusieurs médias, d'ouvrir des squats à Toulouse. Un vrai travail de journaliste fait son boulot et va vérifier ce que font les associations. On n'ouvre pas de squat. Utopia 56 n'ouvre pas de squat. Qu'on aille, nous, donner des denrées ou des biens à des personnes qui vivent dans des lieux spécifiques, c'est un fait, mais jamais on ouvre des squats. Donc ils nous présentent dans la presse comme ça, comme étant des ouvreurs de squats. Donc si le journaliste avait fait son job, il est évident qu'il se serait rendu compte au cours de son travail qu'en fait... Donc, c'est pas des médias, en fait. C'est de la propagande. C'est un objectif qui sert l'extrême droite. On sait par qui ces médias sont financés. Donc, l'objectif aussi, c'est de nous détruire. On sait très bien que la montée de l'extrême droite en France, en Europe et dans le monde, la première des choses que font ces gouvernements qui arrivent et tous ces gens qui se placent, c'est de détruire les droits humains et les ONG, et bien sûr de faire taire les médias. D'où l'indépendance de certains médias qui sortent de tout ce jeu et qui se disent il est temps qu'on agisse différemment. Donc il est temps que tous ensemble, on les pointe, on se laisse plus faire et qu'on se sente pas impuissant. L'idée, c'est on ne se laissera plus faire, et c'est ça qu'on est venu dire aussi aujourd'hui ce soir. Moi, c'est ça que je porte au niveau d'Utopia, mais je pense qu'on est tous d'accord. Il y a un moment donné, on ne peut pas regarder ce qui se passe devant nous et ne pas prendre des positions. Même si c'est pour remettre des pions dans la machine, on va se battre, et on va se battre aussi médiatiquement. Et peut-être que tu as une réaction. Moi, j'espère qu'il en curera de ces affaires. Je suis personnellement dans leur cartographie de l'extrême gauche. Alors, ils m'ont qualifié de communiste révolutionnaire, qui est une médaille que je porte avec fierté. Mais au-delà de ces délires, de dresser des listes de militants et de cette méthode accusatoire, effectivement, je trouve qu'il y a une logique très pernicieuse. C'est-à-dire que c'est une agence de com, ça n'est absolument pas du journalisme. Et effectivement, si vous n'en parlez pas, vous les laissez arriver à de plus en plus ouvrir la fenêtre de Wharton, c'est-à-dire la possibilité d'ouvrir des sujets et de donner des précédents sur l'utilisation de vocabulaire accusatoire, agressif et dangereux, de mise en cause d'individus. Et en même temps, si vous en parlez, ça buzz. Mais le problème, c'est qu'ils ont des caisses de résonance. Ils sont invités tous les 2 jours sur CNews, sur des chaînes grand public, voire effectivement sur Valeurs Actuelles, Europe 1, La Galaxie Bolloré. Et en fait, ils ont une caisse de résonance qui fonctionne désormais parce que ces gens-là, sincèrement,
s'inscrivent en cohérence avec d'autres discours, avec un discours qui, depuis longtemps, est porté par énormément de journalisme. Je dois d'ailleurs dire que moi, je pense que s'ils peuvent prendre si aisément le masque de journaliste, c'est que le niveau du journalisme politique en France est assez détestable aujourd'hui et que, à force de réduire l'actualité à des faits divers, à des petites racontards sur des personnes, sur des petites affaires, au lieu de discuter des grands sujets. La question de la migration, c'est un grand sujet. La question des droits humains et du nombre de lois qui ont remis en cause aujourd'hui les droits politiques et civiques et des individus en France, ça c'est des sujets, mais c'est jamais discuté. Et donc du coup, quand on a un journalisme général de bas étage, on a des gens qui peuvent venir usurper cette position parce qu'ils sont autorisés par le comportement des autres, par le fait que les vérifications, la déontologie, le travail de recherche sur lequel devrait résider le journalisme n'existe pas. Moi je dis ça d'autant plus qu'à côté, je suis chercheur à l'université. Je peux vous dire que la question de la méthodologie, c'est le fondamental. On ne raconte pas n'importe quoi et on est encadré par des règles très strictes. Et la production du savoir doit avoir des règles d'autonomie et des règles de contrôle importantes. Et là, on n'est pas dans cette situation. Donc, je pense que c'est dangereux. Et juste un mot à ajouter, c'est que dans cette affaire, il faut utiliser le mot de complotiste. Parce que c'est ça, le ressort principal de Frontières, qui fait une une sur l'Afrique du Sud et qui parle d'alerte à l'épuration ethnique des Blancs et de nouveaux systèmes d'apartheid. C'est un retournement de conception qui est absurde d'un point de vue scientifique, d'un point de vue journalistique, de ce que vous voulez. Et on laisse faire. Des gens qui prennent la France Insoumise et reprennent comme titre de leur numéro spécial dessus un titre qui est issu de Maurras, le parti de l'étranger. Et comment on peut laisser croire qu'il y a une liberté à pouvoir utiliser les mêmes termes que la presse des années 30, les mêmes termes que le pire de ce que l'extrême droite a donné en France, avec encore une fois cette capacité à nommer des gens, faire des listes et donner leurs informations personnelles, parfois contre leur gré, quand il ne s'agit pas d'informations publiques. Donc il faut agir et là, il est temps de mettre un stop parce que sinon, que se passera-t-il ? Quelle sera la prochaine ligne qu'ils vont franchir ? Et justement, en quoi ce fichage politique est problématique et en quoi cette méthode aussi, elle rappelle d'autres pratiques historiques préoccupantes. On l'a vu pendant l'Algérie coloniale avec le fichage massif d'intellectuels, d'indépendantistes, ou encore pendant les années 80 avec justement les fiches des renseignements généraux. Donc, pourquoi ce fichage, on peut le dire, politique est problématique ? Là, c'est pas un fichage par l'État, on est d'accord. Oui, on parle de mais par frontière. C'est juste que c'est une provocation à la haine au sens où, effectivement, le fait de ficher des gens et de donner leur identification et en disant, regardez, c'est eux qui aident des agresseurs, en gros, c'est ça. Il y a quand même une liste nominative avec des photos et des accusations. Exactement. Donc, de ce point de vue-là, c'est dangereux. C'est ce que je disais pour nos militants, pour les avocats qui sont ciblés, même des juges qui sont ciblés également. Et en fait, il y a aussi tout un volet. Moi, je vais peut-être revenir un peu sur une chose, c'est que ce qui est intéressant là dans nos associations, c'est que donc on a Utopia qui fait c'est de l'humanitaire, alors que nous ne sommes pas sur l'humanitaire. Nous ne faisons pas ça. C'est vraiment la défense des droits de l'homme et c'est l'accès aux droits. Et je trouve ça intéressant aussi qu'il y ait ces alliances-là avec l'alliance... Là, on est ensemble aussi sur la lutte contre le racisme et la xénophobie, parce que c'est de cela aussi dont il s'agit. Et donc, on est sur un domaine où, finalement, il faut bien comprendre que le seul fait qu'on fasse soit de l'humanitaire, soit de l'accès aux droits, et l'accès aux droits, c'est particulier, c'est finalement, dans une démocratie, il est tout à fait normal qu'on donne accès à tout un chacun aux droits existants. C'est-à-dire que le droit, il n'est pas caché normalement. Il doit être à la disposition et on doit, comme c'est un petit peu compliqué, on est là pour aider dans le maquis des lois, d'autant plus en matière d'immigration, parce que alors là, c'est effectivement, comme il y a eu une trentaine de lois en très peu de temps, c'est extrêmement compliqué. Donc, on est là pour donner accès à ce droit. Et ça fait partie de l'état de droit, ça fait partie du droit à un recours, et tout ça, c'est remis en cause. C'est remis en cause par ce magazine, puisqu'il est en train de dire le seul fait que vous donniez accès au droit, alors qu'il est existant et qu'il est public, encore une fois, et que vous
permettiez ensuite derrière d'avoir accès à des avocats et donc d'exercer un droit à recours. Alors que ça aussi, ça fait partie de la démocratie. Le droit à un recours effectif, c'est inscrit dans les textes internationaux, comme c'est l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc c'est vraiment le cœur même de la démocratie qui est attaqué, en disant il ne faudrait pas qu'il puisse y avoir de droits pour certains. C'est-à-dire l'exclusion. L'exclusion pour certains, on dit finalement ceux-là, parce qu'ils sont étrangers, ils n'auraient pas droit à pouvoir exercer un recours. Et ça, c'est vraiment une idée qui est extrêmement grave, en fait. Il ne faut pas s'habituer à ça. Les droits, c'est pour toutes et tous, et c'est l'égalité. Alors que sinon, on sort de la démocratie. Mais je crois que tu touches, excuse-moi Bernard, je crois que tu touches quelque chose d'important, parce que le droit, justement, qu'on essaye d'enlever avec ces personnes, c'est le droit qu'on enlève à tout le monde, en fait. Et c'est ça qu'il faut que tout le monde se rende compte, c'est qu'aujourd'hui, nos droits fondamentaux sont attaqués de toutes parts. Et c'est incroyable de pouvoir imaginer qu'aujourd'hui, le droit des enfants, et on sait tout ce qui se passe au niveau des enfants, est bafoué sur notre territoire aujourd'hui. On voit bien aussi le rôle de l'État dans tout ça, parce que tout ça arrive pas par hasard. Je donnerai un exemple qui est quand même assez incroyable. Il y a quelques années, Valeurs Actuelles, sur une action de visibilisation des populations exilées laissées à la rue, on se met devant le conseil, devant la préfecture de région, dans le parc André Citroën, et le lendemain, fuite dans la presse un article incroyable, comme quoi ils m'auraient trouvé sur le littoral avec des gilets de sauvetage. Incroyable. Donc on demande avec les avocats où ils ont eu ça. Et en fait, c'est une info qui fuite des renseignements territoriaux, soi-disant. Donc comment le pouvoir et les informations circulent entre le pouvoir et ces médias? Donc on s'était dit, mais comment ça se fait? Donc on a eu, nous, le rapport des renseignements territoriaux, on a pu voir la réalité de ce qui était écrit aussi dans ce travail qui est fait par l'État sur les associations comme la nôtre. Nous, on n'est qu'une asso humanitaire, comme le disait Nathalie, on est là pour aider les gens. Bien sûr, on est là aussi pour parler et dénoncer. C'est sûr qu'on gêne. Mais comment aujourd'hui on peut imaginer que ces gens ont aussi des relais dans l'État pour pouvoir sortir des informations avant tout le monde? Donc la porosité est énorme et surtout la désinformation est énorme. Le discours, quand même, Bruno Retailleau, il a dit que l'état de droit n'était pas intangible. Donc c'est tout un discours aussi. Septembre 2024, oui. Juste parce que tu as cité 2 fois le magazine Valeurs Actuelles, Yann, il faut bien que ce soit clair pour les auditeurs et auditrices. Je ne sais pas si tout le monde connaît ce noble magazine. C'est bien un média d'extrême droite, longtemps à la charnière entre la droite et l'extrême droite, aujourd'hui clairement marqué à l'extrême droite, fondé en 1961 en pleine guerre d'Algérie, et qui a fait l'apologie de la torture. D'ailleurs, je me souviens au moment de la guerre d'Irak, en 2004, quand les combats faisaient rage en Irak, et il faisait l'apologie de ce que certaines institutions françaises ont fait pendant la guerre d'Algérie, qui présentaient ça comme un modèle. Et il était clair qu'il était fait référence à la torture. C'est le magazine qui avait publié en 2020 la bande dessinée qui montrait la députée Danielle Obono enchaînée dans un transport d'esclaves. Fallait y penser, il fallait avoir cette idée, entre guillemets. Ils ont été condamnés, oui, absolument. Ils ont été condamnés en 2021 pour cela, à une amende qu'ils payaient depuis la caisse des petits frais. Hein, mais en tout cas, ils ont été condamnés juridiquement et symboliquement, c'est important. Alors, j'ajouterai juste à ce qu'ont dit Nathalie et Yann, donc ce que vous dites est évidemment exact, j'ajouterai juste le risque que, vu qu'il y a des personnes qui sont présentées, alors il y a à la fois des structures qui sont présentées, et certains individus nommément, et pour certains avec leur photo, dans ce numéro spécial de Frontières. Et ça comporte évidemment aussi un risque de passage à l'acte violent, parce que dans l'extrême droite, bon, il y a des partis qui ont un profil avant tout électoral, mais il y a aussi des groupes violents en marge de ces partis, et donc il peut y avoir un dérapage ou un dérapage contrôlé, donc intentionnel, et de passage à l'acte violent. Nous ne sommes pas à l'abri de ça. Paul, oui. Absolument, c'est ce que je voulais dire. Je rappelle, quand je disais que complotistes, ce sont aussi des partisans du grand remplacement, cette théorie complotiste au nom de laquelle on a tué. Je rappelle qu'à Christchurch, Brenton Tarrant, après avoir tué 50 personnes, blessé 50 autres, nomme le grand remplacement comme théorie. Et vous avez d'autres attaques, notamment aux États-Unis. Je crois que ça a Poway, une synagogue qui a touché donc la communauté juive aux États-Unis au nom du grand remplacement. Pareil contre des Afro-Américains la même année aux États-Unis en 2019.
vous avez en fait cette théorie complotiste qui va permettre des passages à l'action. Mais pourquoi? Parce qu'on disait aussi, pourquoi ils font des listes, pourquoi ils font des listes de gens comme ça? Mais parce que nous sommes dans une société dans laquelle l'État a désigné des ennemis. Nous sommes depuis une dizaine d'années, à minima, et encore on pourrait monter à plus loin, dans une perspective très McCarthyiste dans laquelle l'État a désigné des ennemis avec des équivalences sémantiques extrêmement dangereuses. C'était les musulmans, parce qu'on a pu réussir à organiser une espèce d'équivalence sémantique entre musulmans, étrangers, islamistes, terroristes, ce que vous voulez, et par ces mots-là, et par les politiques qui sont menées ensuite par le gouvernement, les stigmatisations permanentes sur les vêtements, sur l'interdiction du port du voile dans le sport, sur la baya à la rentrée scolaire, etc. Vous avez créé des figures de l'ennemi. D'ailleurs, ensuite, par association à cette espèce d'ennemi principal qu'on exprime comme la puissance de l'étranger, donc l'islam, les musulmans, vous avez des attaques par association. Islamo-gauchiste, ça n'est que ce terme-là. Ils sont des gauchistes au service de l'islam, donc au service de cet ennemi. C'est une méthode très traditionnelle de l'extrême droite. Je relisais dernièrement le dernier livre de Jonas Chapoutot, l'historien du nazisme, qui montrait que dans les années 30 en Allemagne, on a des entrepreneurs de presse qui mettent en avant le thème du bolchevisme culturel, Kulturbolschewismus, qui avait la même chose, qui disait c'est quelque chose qui désagrège la société de l'intérieur, qui rompt l'effort moral des forces de la nation. Et avec ce genre d'outillage conceptuel, vous mettez en danger des gens qui agissent, parce qu'effectivement, on l'a dit, vous l'avez dit tout à l'heure, les mots c'est collabo. Ils collaborent à une supposée invasion migratoire. Vocabulaire qui est par ailleurs utilisé par les membres du gouvernement et jusqu'au plus haut niveau de l'État. Collabos, traîtres, partis de l'étranger. Donc à partir du moment où vous justifiez auprès des gens que ce sont des ennemis à la santé du pays, à la cohésion de la société, etc., vous leur donnez une logique pour revendiquer, encore une fois, des passages à l'acte violent ou des stigmatisations, des harcèlements. Et donc ils établissent des listes parce qu'ils disent tout haut ce que pense une partie de la droite avec l'extrême droite, et ça leur permet une division du travail militant. Je m'arrêterai là-dessus. À l'extrême droite, fonctionne comme ça. Vous avez un bloc électoral, le Rassemblement national, qui représente la partie de masse de l'extrême droite, en tant qu'elle représente via l'élection cette puissance en millions de personnes qui ont subventionné un projet qui, je le rappelle, est raciste avec la préférence nationale. Vous avez ensuite des groupuscules violents qui s'attaquent à des militants, à des associations, et puis vous avez maintenant toutes ces opuscules pseudo-journalistiques qui viennent dresser le discours idéologique, et encore une fois, c'est extrêmement dangereux, cette division du travail, et il faut y mettre un stop par tous les moyens. Je veux dire, Frontières est à deux doigts d'être je suis partout, excusez-moi. C'est les gens qui font l'éloge de quoi? D'un projet de régénération du corps national. C'est la définition même du projet fasciste. On dit, il y a un corps national, il n'est pas sain parce qu'il est attaqué à l'intérieur par des micro-organismes étrangers, communistes. Alors, historiquement, c'était juifs et communistes, et puis aujourd'hui, c'est communistes, gauchistes et musulmans. Mais enfin, la logique est la même. Et la proposition de purge du corps national, c'est une proposition autoritaire, qui est la proposition fasciste. Et c'est déjà ça qui pointe dans leur discours et dans tous leurs numéros, dans toutes leurs exagérations et dans tous leurs fantasmes. Donc, il faut y mettre un stop. Et c'est dangereux que, il y a un écho avec ce que dit le gouvernement, et pour l'instant, ça ne les préoccupe pas. Il y a malheureusement trop de diffusion de ces idées à telle enseigne que ça finit par être comme un discours normal, et d'autant plus que certains membres du gouvernement récupèrent une partie du discours, pas tout, évidemment. Ils vont pouvoir dire, par exemple, là, effectivement, M. Darmanin, dans la mesure où il est ministre de la Justice, a pu dire « Ah non, mais les avocats, ça se fait pas parce qu'il est ministre de la Justice ». Donc il a au moins fait son travail de ministre, mais pour autant, il peut y avoir de la récupération de d'autres discours, parce qu'il y a toute cette question électoraliste, de vouloir flirter avec un certain électorat, mais le fait d'accoutumer la population à un certain type de discours, ça donne de la crédibilité à ce qui n'est en réalité, comme vous le dites, qu'une théorie du complot, et qui n'a pas de consistance. Mais on a beau avoir... En plus de ça, le problème, il est là, c'est que quand on regarde d'un point de vue scientifique, il n'y a absolument pas mais vraiment pas le début d'une consistance. Mais le problème, c'est qu'on n'écoute pas les scientifiques. C'est uniquement cette musique. C'est aussi pour ça qu'on se dit, à un moment donné, il faut dire, on saisit la justice. Il ne faut pas oublier que maintenant, il y a des ponts médiatiques, parce que Frontières et Valeurs Actuelles sont clairement marqués d'extrême droite par leur discours, par leur histoire. Frontières s'appelait avant Livre Noir, et un de leurs faits, en dehors de la publication de leur magazine, c'était un grand meeting avec Éric Zemmour à Paris
je crois, 11e, en tout cas près de la Bastille, il y a 1 an et demi. Donc, ils sont clairement marqués dans le paysage. Mais, par exemple, la valeur de rédaction a occupé le terrain et celui du journalisme quotidien, dans la mesure où il y a eu un rachat par Bolloré du journal du dimanche, avec une entrée d'une partie de l'ancienne rédaction de Valeurs Actuelles qui est rentrée dans le journal du dimanche. Donc, et le journal du dimanche, lui, c'est un média qui est cité dans d'autres médias. Il est techniquement plutôt bien fait. Il est repris. Il y a eu des interviews de membres de gouvernement dans ce journal. Et par exemple, le rédacteur en chef de l'époque de cette caricature de 2020, de la députée dépeinte en esclave, il est aujourd'hui à la tête du journal du dimanche. Donc il y a une normalisation parce que, outre les médias clairement marqués à l'extrême droite, il y a les médias qui font le pont. Et c'est aussi un des risques qui s'y ajoute. Et justement, Éric Tegner, le patron de Frontières, lui, se défend en parlant de pluralisme, il se revendique même de la liberté de presse. Comment est-ce que vous répondez justement à cette rhétorique qui, finalement, en fait, sert à légitimer la haine? D'ailleurs, il se défend aussi en expliquant que l'extrême gauche fait également des listes pour dénoncer l'extrême droite. Donc, on voit bien qu'il y a deux pratiques, mais qui n'ont pas le même but. Alors oui, au pluralisme de presse et même au débat d'idées, il n'y a pas de problème, mais encore une fois, ça ne se fait ni en commettant des infractions, et la diffamation ainsi que l'injure en sont, ni en répandant des mensonges, dans la mesure où débattre d'une idée et d'en défendre une autre, c'est une chose. Le faire en présentant des faits matériellement faux en est une autre, et là, nous sommes sur ce terrain. Alors par ailleurs, il est vrai que dans... on va dire, l'antifascisme, il y a eu des portraits des militants d'extrême droite depuis longtemps, d'ailleurs. Toujours est-il que, alors, quand c'est bien fait, en tout cas, je ne dis pas que c'est toujours bien fait, mais quand c'est bien fait, c'est avec des faits. Et même, je connais des publications antifascistes qui prennent un soin infini de distinguer, de différencier, de dire... Bon, même à l'extrême droite, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Il y a des courants qui sont différents. Les uns travaillent avec les autres ou pas, mais il y a aussi des divergences entre eux. Voilà, les débats entre eux, les orientations. Il y en a qui sont plutôt pro-israéliens, il y en a qui sont contre Israël par antisémitisme, et voilà où sont les divergences, et voilà où ils arrivent à travailler ensemble, en essayant de coller à la vérité et de mesurer le danger que représente l'extrême droite tout en étant proche de la vérité et de dire qui représente quoi et qui fait quoi réellement en dehors du fantasme qui peut exister sur l'extrême droite parce qu'elle cherche à impressionner, elle peut créer du fantasme autour d'elle. Mais là, ce n'est pas ça. Si un magazine de droite ou d'extrême droite disait, voilà, il y a plusieurs courants dans LFI, il y a tel courant... plus près de l'écologie, il y a eu des courants plus souverainistes qui sont partis en 2018 avec Georges Kuzmanovic, par exemple. S'il y a un magazine à droite ou à extrême droite qui disait voilà les débats d'idées qu'il y avait entre eux et voilà les courants qui existaient, pourquoi pas? Ils peuvent évidemment faire état des courants qui existent chez leurs adversaires, mais pas avec des mensonges, et pas en incitant à la haine, et pas en publiant des portraits, en disant « toi, tu es un traître à la nation ». Puis de toute façon, là, leur propos n'est pas du tout de faire du débat par rapport à des politiques, c'est vis-à-vis de nous, donc on n'est pas en train d'examiner tout ce qui se passe d'un point de vue politique et les regards des uns et des autres. On est juste à dire on ne peut pas nous attaquer, nous, en proférant des mensonges et en plus en portant atteinte, encore une fois, à notre honneur et à notre réputation, puisque ce sont les termes de la loi pour dire que c'est une infraction, diffamation publique. Et puis rebondir aussi sur le fait que c'est pas que chez nous en fait que ça se passe au niveau européen, c'est au niveau mondial. On sait bien les fonds qui sont injectés par des milliardaires pour aider tous ces mouvements nationalistes à prendre place en Europe et à prendre la place. Donc ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est ni plus ni moins que la réalité aussi de ce qui se passe dans beaucoup de pays d'Europe qui aujourd'hui sont en train de basculer vers l'extrême droite. Ce moment historique que nous sommes en train de vivre, il est historique. Où on va se mettre? Qu'est-ce qu'on laisse faire? Qu'est-ce qu'on laisse pas faire? Est-ce qu'on prend position? Est-ce qu'on prend pas position? Il faut se placer, chacun d'entre nous, chacun des citoyens. Tout le monde doit prendre conscience de la réalité de ce qu'on veut. Maintenant, après, on a des élections à venir. C'est aussi imaginer que tout ça, ça se prépare aussi maintenant.
que si nous, on dénonce rien, nous, acteurs qui nous faisons viser et qui prenons tout ça dans la figure, eh ben, on reste en retrait. Non, je pense qu'on a une riposte à faire, nous, les citoyens. On a des millions de personnes qui sont aussi contre ce qui se passe. Maintenant, il faut qu'ils prennent position. Et prendre aussi position au niveau des associations aujourd'hui, c'est leur dire aussi à ces citoyens, nous prenons position, nous ne laisserons plus faire. Ne vous laissez pas faire, vous non plus, en fait. Et là, on a un outil. Quand on a les commentaires sur nos réseaux sociaux, quand on fait des publications, ce torrent de boue, c'est un truc de fou. Donc c'est pareil. Le torrent de boue, on le prend. Par contre, c'est pareil. Demain, c'est diffamatoire, tout ça. Il y en a qui vont être attaqués. On ne va plus laisser faire. Il ne faut plus laisser faire. Et je pense qu'on est des millions en face à pouvoir répondre. Il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on s'unisse et il faut qu'on dise stop. Et justement, est-ce que cette affaire peut devenir du coup un point de départ pour une campagne beaucoup plus large sur le droit à la solidarité et contre les discours de haine? Oui, ça peut être effectivement. De toute façon, on a aussi d'autres campagnes qui vont venir avec plein d'autres associations. On ne peut pas encore dévoiler puisque c'est pas encore. Mais oui, c'est aussi un point de départ et c'est aussi montrer qu'on est ensemble, qu'on est solidaires. Oui, mais on a besoin d'une bataille sur les mots. On parlait du mot pluralisme, mais c'est absolument impressionnant comment, dans la période, se sont démonétisés tous les mots. Je pense qu'on peut tenir la Macronie comme particulièrement responsable de ce phénomène de glissement sémantique où, encore une fois, les mots n'ont plus aucun sens. On est dans une situation quasi orwellienne, où la guerre c'est la paix, les antiracistes sont des racistes, les féministes sont des antiféministes. Enfin, je veux dire, ils sont stigmatisés aussi. Macron a les intitulé ONG. son livre en 2017 Révolution. Et pourquoi pas et quand on a des collectifs qui sont proches de frontières comme Némésis qui s'explique comme féministe à partir du moment où leur féminisme est une vision de stigmatisation, encore une fois, de la figure de l'étranger, en tout cas de celui qui est assimilé comme tel, on voit bien qu'on a besoin d'une bataille sur les mots. Et je disais quasi orwellien, juste rappeler cette citation d'Orwell, il disait la prochaine fois que les fascistes reviendront, ils viendront habillés dans leur costume, en chapeau melon, avec leur parapluie, pour dire que ça ne vient pas de nulle part. C'est aussi, il faut le dire, auprès d'Éric Zemmour que s'est créé ce média, auprès d'une fraction particulière de la bourgeoisie. Si vous regardez le vote d'Éric Zemmour, c'est à Cannes, dans le 16e arrondissement, à Nice, d'où je proviens. Il a fait des très bons scores. C'est à l'intérieur d'une fraction radicale, très radicalisée, de gens qui sont prêts à en découdre avec la démocratie. Pour faire la boucle bouclée, on parlait d'état de droit. Vous pourrez regarder le fondateur de ce journal Frontières. Sur les mots qu'il prononce, lui, il n'a aucun doute, il n'a pas peur. Sur CNews, il a dit explicitement que finalement, le problème à la fin, ce serait la démocratie. Parce que finalement, si démographiquement, des parts de plus en plus étrangères participaient dans le cadre de la démocratie, on serait obligé de les accepter. Et puis que du coup, il faudrait peut-être en mettre fin à ce système. Même sur CNews, ça a choqué un certain nombre de commentateurs qui ont dit arrête, tu vas trop loin, je te rappelle que c'est filmé. On en est là. Donc ces gens-là sont des fanatiques, c'est des gens qui fonctionnent avec des méthodes, encore une fois, de voyous, il faut le dire. Juste encore un exemple. Ils ont filmé, ils se sont introduits dans la résidence privée d'un député en tapant à sa porte pour vérifier, en l'occurrence, M. Louis Boyard. Mais vous vous rendez compte du danger que ça met quand on sait le nombre de menaces de mort qui portent sur les élus, particulièrement les élus qui connaissent les foudres médiatiques des cycles permanents du commentariat politique actuel. Donc il faut une bataille sur les mots et il faut redonner du sens aux mots. Et le mot diffamation, c'est aussi un moyen de dire vous n'avez, ce qui vous avez le droit de dire ou non, et ce qui est le réel et ce qui ne l'est pas. C'est aussi, je suis d'accord, il faut se battre sur les mots parce que tout est dévoyé, y compris effectivement par des membres du gouvernement. Mais il y a aussi ce côté libertarien de Trump, en fait, qui consiste à dire que la liberté d'expression n'a pas de limite. C'est pour ça que c'est important, cette plainte, parce que c'est pour dire, non, en fait, la liberté d'expression, elle a... En Amérique du Nord, en tout cas aux États-Unis. Oui, voilà, mais en France, elle a des limites. Et d'ailleurs, c'est ce que dit aussi la Cour européenne des droits de l'homme, qui laisse une très, très large place à la liberté d'expression parce que c'est important dans la démocratie et ça, nous le défendons aussi. Mais ça s'arrête lorsque ça devient raciste, lorsque ça devient homophobe, également lorsqu'il y a la diffamation publique. Voilà, il y a quand même des lignes rouges à ne pas franchir où là, ça devient une infraction. Parce qu'encore une fois, le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Oui. Comme l'antisémitisme, comme l'ensemble des appels à la haine, à la violence, à la discrimination. Et le fait qu'on ait des candidats multi-condamnés qui continuent d'avoir de droit à la parole publique, c'est un problème collectif, là. C'est un problème de société.
Et on se rend compte aussi que ces débats, ça déplace en fait le curseur sur l'importance même de ces sujets. On sait bien que le gouvernement Macron a contribué aussi à stigmatiser cette association. Et on en a un peu parlé, enfin vous en avez un peu parlé tout à l'heure, mais comment est-ce que ces accusations aussi, elles impactent concrètement votre travail de terrain et la sécurité des bénévoles ou des personnes en fait que vous aidez ? Alors, nous, directement sur le terrain, depuis, notamment sur les législatives l'année dernière, ça a été chaud, en fait. On a senti ce passage à l'acte, notamment sur nos bureaux, mais aussi dans la rue. On a eu des altercations, en fait, avec des personnes à Calais qui ont attaqué des exilés et qui, c'était juste à ce moment où l'extrême droite était en train de prendre quelque part sa place, ou la place dans le jeu politique d'aujourd'hui, et de l'affirmer. Et on a senti un glissement total ou un lâchage. C'est que le début. Et ça, c'est quand même assez flippant. Et les commentaires sur les réseaux sociaux, c'est un truc... On ne peut plus rien faire, mais que ça soit nous, ou France Info d'ailleurs, ou les chaînes généralistes, dès qu'on parle de quelque chose concernant les populations exilées qui arriveraient sur le territoire, c'est des torrents de boue organisés, c'est des trolls, ça n'arrête jamais. Ça va être compliqué, en fait. Ça va être très compliqué de pouvoir imaginer qu'on fiche des gens, qu'on les met en gros dans des magazines avec des commentaires incroyables, et puis derrière, nos adresses, ça circule aussi. Donc jusqu'où ça va aller, et jusqu'où même l'extrême droite anglaise est venue sur les plages de Calais pour essayer d'attiser la haine du côté anglais. Donc tous ces gens travaillent aussi la main dans la main. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. C'est pas en France. Oui, il y a une solidarité entre eux. Le Royaume-Uni a fourni un exemple jusqu'où ça peut aller à l'été 2024 avec voilà. les exactions très violentes. Alors, il y a eu un jeune d'origine rwandaise et chrétienne, sans doute qui relève plus de la psychiatrie. Apparemment, il a eu une petite influence islamiste radicale ou djihadiste, mais il est né au Royaume-Uni, il est né chrétien, donc ce n'est pas lié à l'immigration, qui avait tué des petites filles, suite à quoi ça a été mis sur le dos de l'immigration et des réfugiés qui n'avaient rien à voir avec ça, parce qu'encore une fois, c'est un produit de la société britannique, il y est né. Et suite à ça, il y a eu des exactions violentes avec une foule avide de lynchage qui faisait le pied de grue et qui voulait attaquer d'ailleurs, qui en a été empêché à la fois par des militantes opposées et puis la police qui n'a pas fait grand-chose pour défendre, mais qui s'est interposée au bout d'un moment devant des hôtels où il y a des réfugiés, demandeurs d'asile et autres qui étaient hébergés. Ça, c'est où ça peut aller. Alors moi, à Calais, un jour, j'ai vu... Alors, ça ne date pas de maintenant, ça date de 2016, je crois. J'ai participé à une manifestation de solidarité avec des exilés. J'ai vu un fusil. Il y avait un type qui était sorti devant chez lui avec un fusil pour menacer la manifestation de solidarité. Il est rentré chez lui après. Je ne sais pas s'il y a eu des suites judiciaires. Donc, potentiellement, il y a... on l'a vu aussi avec le maire de l'une des deux communes. Il y a Saint-Brévin. Saint-Brévin, voilà, dont la voiture a été incendiée en avril. Sa maison et sa voiture qui ont été incendiées devant chez lui. Donc, parce qu'il défendait les exilés. Enfin, c'est même pas ça. C'est qu'il y avait un un centre d'accueil qui devait s'ouvrir. Absolument. Donc, c'est même pas lui qui décide, de toute façon. Oui, c'est l'État qui. C'est l'État qui décide. Il avait soutenu le projet, mais c'est l'État qui. Il avait soutenu le projet. Et le seul fait. Un projet qui accueille les réfugiés qui sont sous une convention européenne. Il y a eu deux conventions internationales. Calac et Saint-Brévin, où il y a de tels centres qui devaient ouvrir, effectivement décidés par l'État, où il y a eu une tentative de l'extrême droite de créer des hotspots, des points d'excitation, où il y a eu des manifestations avec un soutien de Reconquête et de RN, mais aussi des gens de groupuscules qui manifestaient, mais toujours aussi, il faut le dire, avec des contre-manifestations. Mais donc là, il y a un potentiel de radicalisation violente. Et ça donne aussi l'impression qu'il y a un basculement politique, et je te laisse reprendre, Paul, ce qui fait que la solidarité deviendrait aussi un délit, finalement. Bien sûr, d'ailleurs, ils ont essayé de leur faire. Vous parliez de la jurisprudence de l'affaire Cédric Herrou, mais enfin, c'était une jurisprudence pour dire justement, la solidarité, ça n'est pas un délit. Pas encore, pas avant que vous l'interdisiez. Et on est en difficulté, parce qu'encore une fois, il y a une Non, là, c'est le Conseil constitutionnel
constitutionnel. Oui. Donc il y avait un qui a délit. consacré le principe de fraternité. Le principe de fraternité, et donc qui a empêché que la solidarité devienne un délit. Mais on est encore en train de discuter en France de... Vous imaginez la France qui se targue en permanence d'être un repère, un phare pour l'humanité, ce que vous voulez, et qui criminalise la solidarité jusqu'à ce que la jurisprudence la force à revenir sur ce qu'elle fait. On est dans un délire. Et encore une fois, le problème, c'est qu'il y a une responsabilité politique. On pourrait jouer le malin en regardant le droit. Je rappelle que la loi séparatisme qu'ils ont passée au titre des nombreuses lois permet de reprocher à une organisation les agissements d'un de ses membres. Donc, par exemple, c'est ce qu'ils essayent de faire pour l'urgence Palestine, pour la Jeune Garde dernièrement. Mais vous ne verrez jamais cette loi être utilisée pour les agissements de tous ces groupuscules. Est-ce qu'on ferme les organisations d'extrême droite lorsque leurs membres sont condamnés pour des faits de discrimination raciale, des faits de violence, etc. Non, parce que le problème, encore une fois, c'est qu'il y a une complicité idéologique entre toutes les nuances de droite. Il y a ceux qui sont plus néolibéraux que xénophobes, il y en a qui sont plus xénophobes que néolibéraux, et il y en a qui sont plus autoritaires les uns que les autres, mais sur les trois piliers, ils sont quand même tous au rendez-vous. Et c'est ça qu'il faut briser, c'est la solidarité idéologique entre toutes les nuances de droite et ce triptyque néolibéralisme, autoritarisme, xénophobie. Xénophobie, c'est toutes ses formes. C'est ça qu'il faut parce qu'on ne pourra pas compter uniquement sur la jurisprudence. Elle résiste, mais on l'a vu, les attaques contre l'état de droit et contre la Convention européenne des droits de l'homme, ils s'en cachent plus. Monsieur Zemmour l'a dit pendant la présidentielle, Monsieur Ciotti, Monsieur Retailleau, en permanence, ils disent « Ah non, mais il faut sortir de la CEDH parce que ça donne des droits aux étrangers. » Vous vous rendez compte, on les traite comme des êtres humains. Et encore une fois, à partir du moment où on enlève les droits à certains, on les enlève à tous. Le droit et la jurisprudence est lui-même un champ de lutte parce qu'il y a là aussi des tendances qui s'affrontent dans l'interprétation du droit. Alors, il y a eu la décision pas trop mauvaise du Conseil constitutionnel, je crois que c'est juillet 2019, en tout cas 2019, sur le principe de fraternité. Mais tu l'as dit, Nathalie, suite à différentes affaires de Cédric Herriot, mais sur la même affaire, le parquet de Nice, par exemple, pour ne pas le nommer, a été très créatif. Parce que la loi permet de criminaliser la solidarité lorsqu'elle est faite de manière intéressée. Donc, pour criminaliser ce qu'on appelle les passeurs. Bon, les passeurs ont toujours deux faces. C'est l'aide qu'on cherche à criminaliser. Il y a le côté intéressé, voire mafieux. Et l'État tape sur l'un tout en voulant atteindre l'autre aussi. Donc, il y a une distinction dans la loi pénale entre l'aide intéressée, donc vendue, et l'aide désintéressée. Et le parquet de Nice voulait, par exemple, criminaliser Cédric Herriot en disant mais son aide est intéressée parce que même s'il le fait gratuitement héberger des personnes chez lui, par exemple, proche de la frontière franco-italienne, comme il en tire une satisfaction morale et idéologique, alors il en tire un bénéfice, alors on va le traiter comme un passeur mafieux, en gros. Ça, il fallait avoir l'idée. Ce qui est important rapidement, et après c'est de voir qu'en 2024, quand même, il y a 142 personnes qui ont été condamnées au niveau européen sur de l'aide, et qu'il y a une directive européenne qui est en train d'être discutée, qui va être votée en juin, et qui remet ce travail sur justement la solidarité en jeu, avec quelques mots qui sont très qui passent très bien, mais qui sont anodins dans l'interprétation que les juges vont pouvoir en faire. Ouais. Donc les attaques ne viennent pas que de la France, les attaques viennent aussi d'ailleurs, et qu'on a intérêt, nous, de toute cette vigilance sur justement la réalité de ce droit qui existe aujourd'hui, mais qui est en train, même au travers de l'Union européenne, de disparaître. Parce que n'oublions pas que l'harmonisation de l'accueil des populations exilées au niveau européen, c'est une volonté politique de les accueillir comme ça. Donc c'est de la politique. Et n'oublions pas qu'en France, il y a ces lois qui se votent, mais au niveau européen, il y a des lois qui arrivent et qui vont faire très mal à la solidarité si on n'y veille pas et si on n'arrive pas à changer justement ces textes de loi qui sont en préparation. Merci Nathalie, merci Yann, merci Bernard et merci Paul. Et, merci pour l'invitation. Avec plaisir et merci d'avoir regardé Au cœur de l'actu sur votre Freebox, sur Molotov, sur notre chaîne YouTube, Le Média 24/7 et sur lemediatv.fr. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou bien à nous envoyer par mail à contact@lemediatv.fr. Si vous nous avez regardé à la télévision, si vous en avez les moyens, soutenez-nous, soutenez notre travail, le journalisme indépendant des pouvoirs politiques et de l'argent, en allant sur lemediatv.fr/soutien. Restez connectés aux médias. Bonne soirée.